Bonjour Christian. Bonjour. Nous vous recevons, on va venir parler de Golden West, votre nouveauté chez Casterman. C'est la première fois que vous faites un travail scénariste, dessinateur ou coloriste? Non, j'ai commencé comme ça il y a longtemps pour le chariot de Thespis. Mais j'avais trop de difficultés à appréhender à la fois le scénario, la narration et le dessin. Et de revenir tout seul, ça, ouais, ça vous fait plaisir? Ouais. Bah oui, c'est la pression d'être un peu aux commandes et puis aussi d'être guidé par les personnages concrets. C'est une expérience intéressante. Donc Golden West parle des Apaches, de Geronimo. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu sur ce sujet? Moi je suis passionné par la geste des Apaches et passionné par l'endroit où ils vivaient aussi. Et comme il y a toute une mythologie qui entoure ces irréductibles indiens, ça prête, je dirais, à l'épique, ça prête à l'histoire et ça prête aussi à développer des thèmes et même des valeurs. En l'occurrence là, la résilience par exemple. Je n'aime pas quand on prend l'angle victimaire pour les Indiens. Je pense qu'ils étaient au-dessus de ça. Alors, ça n'empêche qu'on peut appeler ça des génocides, mais la marche de l'histoire a été impitoyable. Et pourtant, il reste toujours des Indiens, des valeurs qui courent, un attrait pour ce qu'on croit être leur mode de vie, leurs croyances, leur exemplarité. Et tout ça forme effectivement de la matière pour un auteur. Donc là, on parle beaucoup de Geronimo, et pourtant ce n'est pas le personnage principal. Vous avez mis pas du tout, non, c'est un personnage secondaire. La vie de Geronimo a été mise en image en bande dessinée plusieurs fois, je pense. Elle est en soi à la fois intéressante et pas intéressante, parce qu'on voit justement le parcours d'un homme en colère qui finalement, devant le nombre grandissant des antagonistes, est obligé de se rendre à déporté et meurt en Oklahoma d'une manière un peu stupide. Enfin bref, ça n'est pas édifiant. Par contre, la légende qui l'entoure, le fait qu'il soit chaman, cette période cruciale où la technologie et la pression des colons américains se font de plus en plus importantes, ça permet d'en faire un acteur plutôt qu'un personnage principal. Et puis une sorte de voix de la conscience aussi pour mon Wohan, là, qui est ce jeune novice. On appelle un novice chez les Apaches un type qui est en passe d'être guerrier, mais ne l'est pas encore. Normalement, il a 4 étapes pour pouvoir prétendre être guerrier, qui est le statut le plus important dans la tribu. Et Geronimo est un bon pédagogue. Voilà. Alors, on voit beaucoup de massacres dans votre livre, dans la BD, surtout le mexicain. Ouais, je trouve qu'il y a quelques scènes quand même assez violentes. Il y a très peu de sang. On n'en voit pas trop sur ça, mais bon, c'est quand même... La guerre entre les Apaches et les Mexicains a été terrible. Terrible. Les Mexicains, les gouvernements de chaque région mexicaine ont établi un tarif pour des scalps. L'Apache ne scalpe pas, le Mexicain oui. Et la lutte était âpre, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des échanges commerciaux. Il y a eu des mariages, il y a eu de l'amitié, il y a eu de l'ambivalence en réalité. Ce que j'aime bien aussi dans Golden West, au final, c'est de terminer sur le tournage du film de Ford. John Ford, La Chevauchée Fantastique. Comment vous est venue l'idée de terminer comme ça? En ramant. J'ai un rameur. Parce que j'ai arrêté de courir à un moment pour ne pas me péter les ménisques. Et donc je me suis mis à ramer, à faire différentes activités physiques, mais surtout à ramer. Et je trouvais des choses en courant,
et j'ai trouvé des choses en ramant. Quand on est obsédé par un scénario en cours où les personnages commencent à prendre de l'autonomie, il y a un guide réel qui veut que les personnages peuvent faire telle chose mais s'interdisent d'autres choses. Et en même temps, l'histoire devient de plus en plus précise. Et ma porte de sortie, je voulais quelque chose qui soit à la fois, qui élève un peu l'énergie, qui soit aussi un clin d'œil à mes sources, et en même temps qui ait une petite morale. Et il y avait cette phrase incontournable du personnage dans Qui a tué Liberty Valance: si la légende est plus forte que la réalité, imprimez la légende. Donc ça m'est venu comme ça, entre le 300e et le 301e coup de rame. En même temps que sur donc, de l'Ouest, Casterman publie aussi l'intégrale de Cutlass. Donc ça fait quelques années qu'on n'avait plus entendu parler de Jim Cutlass. Est-ce que ça vous fait plaisir de le revoir revenir chez vous? Jim Cutlass, c'est les souvenirs avec Jean Giraud, et c'est donc des souvenirs empreints de beaucoup de connivence, d'amitié et des crises de rire. On s'est rarement autant poilés tous les deux qu'en travaillant là-dessus. Et le travail était une façon d'accéder à une relation suivie avec Jean qui était comme un feu follet et qui pouvait être très courtois, très disponible dans le moment et ne plus vous reconnaître 10 minutes plus tard. Donc c'était un peu mouvant. Alors que dans le boulot, là on avait une accroche, les mêmes références, et il était ravi de me voir avancer là-dessus. Et donc cette réédition-là me fait revenir en mémoire toute cette période des années fin 90 jusqu'à 2000. Ce n'est pas des souvenirs tristes. C'était un privilège de l'approcher. C'était quelqu'un de complexe, de très riche. Et on avait vraiment une tendre amitié. Il n'y avait pas de rivalité, il n'y avait pas de hiérarchie mortifère. Il y avait un truc qui nous réunissait, c'est que j'avais rencontré, quand j'avais 19 ans, j'ai pratiqué pendant pas mal de temps un certain Joseph Gillin. Et Joseph était pour Jean le mec, le dessinateur incontournable qui lui avait mis le pied à l'étrier. Donc on avait aussi en partage cette expérience-là, même si moi c'était pas du tout au même niveau. Mais j'avais quand même approché le père Gillin, sur lequel il y a beaucoup à dire. Bon, mais merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. Ok.